l'idée de la soirée, c'est d'aller réfléchir ensemble comment est-ce que moi, en tant que parent, j'ai un rôle à jouer dans l'éducation sexuelle de mes enfants. Est-ce que j'ai un rôle à jouer? Si oui, quel est-il? Et quelles sont les questions, les limites, les tabous, les gênes que peut-être j'ai à dépasser? Alors, on va un petit peu étayer le contexte. Bonsoir, installez-vous. Je vous en prie, on vient juste de commencer. Je vais commencer par me présenter, comme ça monsieur saura à qui il a affaire. Donc, je suis Ingrid Lebeau, formatrice en éducation sexuelle, sexologue. Je travaille sur plusieurs volets, c'est-à-dire je travaille en consultation, donc en individuel et en couple à Saint-Afrique, en cabinet et à Montpellier. J'interviens dans les établissements scolaires quand on me sollicite. Je travaille aussi beaucoup dans les institutions type MEX, type FAM, mais ça c'est dans le milieu du handicap. J'interviens aussi dans le milieu du handicap pour former les personnes qui encadrent les jeunes ou les personnes en situation de handicap et qui se posent des questions sur la sexualité de ces personnes-là. En tout cas, qui ont des questions, des comportements corporels qui les mettent un petit peu à mal, un petit peu beaucoup d'ailleurs pour certains. Et donc je viens sur 1-3 jours, voire après tout un programme d'approfondissement dans ces structures-là pour que ces personnes, ces éducateurs, ces professionnels soient plus à l'aise. Déjà pour accueillir des comportements corporels sexuels des personnes résidentes et pour commencer à amorcer des séries de réponses, en tout cas essayer d'être au plus proche de ce que les personnes souhaitent savoir. J'anime pas mal de stages aussi pour les femmes autour de la féminité, pour les parents, avec une université de parents, je vous en parlerai à la fin. Voilà, je fais plein de choses, vous allez voir sur mon site, vous verrez. Pas mal de conférences aussi. Sur le couple, je travaille beaucoup avec le couple et avec la méthode de communication RE. Ce n'est pas le sujet ici ce soir, mais c'est aussi une de mes approches dans la gestion des conflits des couples, qui ont souvent pour origine l'insatisfaction sexuelle. En tout cas, ce soir, comment répondre aux nombreuses questions de nos enfants qui, dès le plus jeune âge, pour certains, s'interrogent sur leur sexualité, le sexe de la petite sœur, du petit frère. Oui, mais toi, maman, t'es comme ça. Oui, mais toi, papa, qu'est-ce qui pend entre tes jambes? Oui, mais comment on fait les bébés? Et puis plus tard, oh là là, il faut embrasser avec la langue. Et c'est quoi un orgasme? Et puis les copains, on m'a dit que c'était interdit de se masturber. Et puis toi, maman, comment tu fais quand tu fais l'amour avec papa? Vous savez, quand ils ont 4-5 ans. Ça peut arriver. En tout cas, moi, vous, depuis quelques générations, on est bien en difficulté par rapport à ce sujet qui culturellement est, allez, légèrement tabou. C'est ça qu'on dit dans notre culture? C'est vrai qu'on se retrouve un petit peu... Que pouvons-nous répondre pour être le plus adéquate et pour répondre effectivement à ce qu'ils attendent et pas se défiler. Vous allez voir toutes les stratégies qu'on a en tant que parents pour se défiler. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on doit répondre? Quelles sont les billes que j'ai? Qu'est-ce qui fait que je vais être dans les clous? Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas déstabiliser mon enfant? Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas perdre sa confiance? Qu'est-ce qui fait que je vais ne pas parler de ma sexualité? On va peut-être quand même brosser le contexte dans lequel on vit en ce moment par rapport à la sexualité. Je suis très fière de parler de sexualité, de parler de plaisir, de parler d'amour aux enfants, aux jeunes aujourd'hui. Et tous les événements qui se passent en ce moment me donnent encore plus d'aplomb dans mon travail. Qu'on soit nombreux à parler de plaisir, d'amour et de relations.
Pas de sexualité-violence, pas de sexualité qu'on peut trouver par plein de biais et de modes de communication aujourd'hui. En tout cas, le contexte aujourd'hui des jeunes, c'est les nouveaux modèles familiales. Depuis les années 70, on est passé de familles normalement constituées, on va dire, aux familles monoparentales, aux familles déclarisées, aux familles recomposées, avec tout ce que ça comporte d'ouverture au monde pour chacun de ces enfants-là. On a aussi, vous le constatez quand vous allumez la télé, ne sommes-nous pas dans une société ce qu'on appelle érotico-publicitaire? La moindre évocation de scènes sensuelles pour vendre un plat de pâtes au fromage fondant. La moindre photo d'une botte en cuir avec une cravache sur une boîte de lingettes pour pieds. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui quand vous allumez la télé, quand vous allez acheter des choses. Tout est mis en place pour expanser les sens, les sensations, et non pas pour trouver du sens à la sexualité. C'est là où, effectivement, on peut se tromper. Vous avez vu que la modernité des moyens contraceptifs et de procréation permettent de se positionner sur une sexualité, on va dire, plus libre, entre guillemets. La pilule, tous les moyens de contraception, les IVG, les avortements, l'accès en tout cas à ça, le droit à l'accès à ça. Rendez-vous compte, dans quelle société vivons-nous? Fantastique. Mais tout ça, est-ce que ça ne change pas ce qu'on perçoit de la sexualité? C'est-à-dire que la sexualité et reproduction, on a tous capté un petit peu ce que c'était. Rappelez-vous, vos cours en éducation sexuelle. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Depuis 1996, à l'école, sont obligatoires les 3 heures par an à partir du collège. C'est des textes de loi. C'est vrai que souvent, les cours sont faits par les profs de SVT, maintenant on dit, par les infirmières de l'établissement, par des associations. Et c'est vrai que souvent, le programme et les contenus pour aborder la sexualité sont encore malheureusement beaucoup aujourd'hui basés sur, on fait des cours sur la reproduction, spermatozoïdes dans ovule, les planches anatomiques de la sexualité génitale homme-femme. Vous voyez de quoi je parle? On parle de... Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de vos cours d'éducation sexuelle, pour ceux qui ont pu en bénéficier, qui ont eu la chance d'en bénéficier? Ça fait trop loin pour Catherine. Est-ce qu'il y en a qui ont des témoignages de... Vous n'allez pas me dire que vous avez tous été absents au cours d'éducation sexuelle? En général, c'est des cours qu'on loupe pas. Ben alors, apparemment, vous n'avez pas retenu grand-chose. Ça vous est passé... L'appareil génital et la reproduction. C'est ça, appareil génital, reproduction, la division des cellules. Il y a des cigognes, il y a des choux. Il y a les cigognes et il y a les choux. Ça, c'était il y a longtemps, ça. Les roses, heureusement, on a évolué sur le sujet. Vous n'avez pas eu le film sur la reproduction des poulpes, vous? Non, vous n'avez pas eu ça? Non, moi j'avais eu une vidéo d'accouchement. Vidéo d'accouchement. Le gros plan sur le vagin qui accouche. Vous n'avez pas eu ça, vous? Moi j'ai eu ça, moi. J'ai mis vachement de temps pour faire un bébé. Parce qu'il a fallu le remettre, vous voyez. J'ai des témoignages de femmes qui lèvent la main en disant « Moi j'ai vu ce film-là », qui sont tombées en syncope, qui ont été vomir dans le couloir. Ça a été pendant toute une année, un film qui a circulé. Il y avait le bruit, il y avait l'image, il manquait juste l'ambiance et l'odeur, vous voyez. C'était incroyable ce film-là. Et puis c'est vrai que après, il y a eu la génération SIDA, les années 80, donc les cours d'intervention sont basés beaucoup sur la prévention, les maladies. Vous vous rappelez de ça? Certainement que vous avez eu plus ça en fait en éducation sexuelle. On vous a parlé du préservatif, comment on le pose. Est-ce que vous avez eu la mallette de l'amour?
Vous savez, c'était une mallette, l'intervenante ou l'intervenant l'ouvrait, et puis il y avait un god qui se levait, et il fallait apprendre à mettre un préservatif. Non, vous n'avez pas eu ça? Il y a un Mio, qu'est-ce qui se passe sur l'éducation? C'est pour ça qu'il y a si peu de monde. Ça manquait de travaux pratiques. C'est ça. Donc l'aspect prévention, l'aspect attention transmission des maladies, ça a été aussi une manière d'aborder l'éducation sexuelle. On est d'accord? Est-ce que ça répond à toutes les questions, ça? Est-ce que vous vous sentiez équipé, interrogé, en tout cas accompagné dans votre premier flirt, votre première fois? Est-ce que vous vous êtes senti tout à fait à l'aise, complètement prêt? Ah, c'est ma première fois. Hein? Ah, c'est ça? Oui, d'accord. Est-ce que vous vous rappelez avoir eu à un moment donné peut-être besoin d'informations sur le sujet? Quel type de recours avez-vous eu? Est-ce que c'était vos parents à qui vous alliez pouvoir poser des questions? Est-ce que comment je sais que je suis amoureux, que je suis amoureuse? Comment je sais que je suis prêt ou prête pour la première fois? Comment je sais que c'est le bon ou la bonne personne? Ça, c'est toutes les questions que les jeunes se posent encore aujourd'hui, parce que je leur fais passer des questionnaires anonymes. On se retrouve là avec un accès aux médias beaucoup plus facile, dès le plus jeune âge. Hein, dès qu'un enfant ne sait pas, n'a pas la réponse à une question, hop, il fait Google. Dès qu'il sait écrire, avec toutes les fautes d'orthographe qui vont avec. Et puis il peut tomber sur ce qui tombe. Vous savez qu'Internet, 75% de la toile, c'est du site pornographique qui circule. Ça fait partie du business Internet, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on se positionne en tant que parent par rapport à cet accès? Parce que c'est une source de réponse pour beaucoup d'entre eux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants de 12-15 ans, à 70%, c'est les derniers chiffres, hein, ont eu accès à un site pornographique. Depuis que Canal+ a mis, vous savez, le film érotique à 20h30 le samedi soir, une fois par mois, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas au début, 12% des enfants qui ont 4 ans ont eu accès à des images pornographiques. À ces images qui caricaturent, qui transforment, qui disproportionnent, qui désinforment ce que c'est que la sexualité. Mais en même temps, pour l'instant, à l'école, ils ont la mallette de l'amour, ils ont la cloche anatomique, ils ont la projection, la reproduction des poulpes. Papa, maman sont un peu gênés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils ont cet accès-là. Ne soyez pas dupes de ça. Ensuite, c'est vrai qu'on se retrouve aussi avec la diffusion d'images. Vous savez, vous avez entendu parler des sextings? Ça arrive hein, sur Mio. Hein. Je les vois, moi, au lycée. Je suis avec eux. Vous savez, où ils se diffusent leur mise en scène hein, dans leur relation sexuelle avec leur amoureux, leur amoureuse. Alors, le sexting, vous connaissez ce que c'est, hein, c'est la diffusion d'images sexuelles. Les jeunes ne sont pas dans l'interdiction de se filmer dans leurs ébats. Ça, il n'y a pas d'interdiction sur ça. Par contre, ce qui est interdit, c'est la diffusion. C'est-à-dire que les jeunes ne peuvent pas diffuser ce qu'ils ont filmé dans leur intime sur un plan en extime. C'est interdit par la loi. Donc en tant que parent, je vous informe, tant qu'ils ne sont pas majeurs, que ce qui est encouru par les personnes majeures, donc les référents parentaux, quand l'enfant est en mineur et diffuse des images, parce que sa petite copine l'a quitté et que ça ne va pas se passer comme ça, alors on va effectivement diffuser chez tous les potes, chez tous les copains, exactement la dernière fellation qu'elle m'a faite. Il faut savoir que ça c'est interdit, c'est puni par la loi.
quelques mois d'emprisonnement, voire 75 000 € d'amende. Ça, c'est la loi. Alors, on est là, mais qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, on va voir. En tout cas, ça existe. Hein. Mais en même temps, tous les jeunes, depuis la nuit des temps, comme ça vous a habité et animé depuis que vous êtes enfant, que vous interrogez, que vous interpellez sur mon prince et ma princesse charmante, tous, on a toujours, et depuis la nuit des temps, on est animé par l'envie d'aimer et l'envie d'être aimé. Ça, tous les jeunes de la planète, quelles que soient les cultures confondues, sont animés par ça. Comment leur répondre? Quelles sont les raisons pour lesquelles c'est si difficile, ça pourrait être difficile, peut-être ce n'est plus difficile pour certains qui veulent témoigner, de parler de sexualité à son enfant? Quelles sont les raisons qui font que ça nous paraît difficile, en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, de parler sexualité à mon enfant? On ne connaît pas le sujet, pas suffisamment. Parce que je m'interroge déjà moi-même sur le sujet, peut-être. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qui fait que... Peut-être que même vos jeunes ne vous interrogent pas sur la sexualité, en fait. Oui, mais moi, mon fils et ma fille ne m'ont jamais posé de questions sur le sujet. On n'a pas appris aux parents à en parler. Qu'est-ce qui ferait qu'en fait, en tant que parents, on se sente en difficulté? Ou pas? Pour ceux qui veulent témoigner qu'ils ont dépassé cette difficulté, moi je suis friande de témoignages. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve face à une gêne, un tabou, face à une espèce de... Principalement, en fait. Allez, je vais vous aider. Bien sûr, notre culture n'évoque pas tout à fait une forme d'aisance à parler de sexualité. Mais surtout en tant que parent, on se dit, mais moi si je parle de sexualité, je vais pouvoir parler que de la mienne. Et dans quelle mesure je peux parler de ma sexualité à mon enfant? C'est là où on sent que ça ne va pas à l'intérieur. Dans quelle mesure je peux parler d'autre chose? Comment est-ce que je pourrais parler de sexualité sans parler de mon intimité? C'est ça qu'on n'a pas appris. Un jour, une femme vient me voir et tout à fait fière. Oh, ma fille, elle a 16 ans, elle me raconte tout, c'est extraordinaire. Puis surtout quand on voyage en voiture, parce que je l'amène souvent au lycée, je l'amène à ses cours de danse, je l'amène à ses stages. Et puis l'autre jour, elle m'a raconté, j'étais tellement fière. Elle m'a raconté qu'en fait, voilà, elle avait un nouveau petit copain, qu'elle était très amoureuse et que, en fait, son petit copain lui demandait de faire des fellations. Puis alors, elle demandait à sa mère. Donc la maman témoigne, vous vous rendez compte, ma fille m'a demandé comment faire une fellation. Alors moi, j'étais très à l'aise avec le sujet. Je lui ai expliqué comment je faisais avec son père. Que pensez-vous de cette attitude? Elle était très à l'aise, cette dame? Sans tabou Comment est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que vous sentez quelque part que ça pourrait être une source d'information que de parler de la manière dont je fais C'est ça. Ça paraît un peu, on sent les mous là. Vous vous interrogez, où est-ce qu'elle nous amène cette dame-là? Effectivement, comprenez que là, cette femme répond et peut créer, mais ce n'est pas le cas à 100%, mais peut créer une fantasmatique particulière chez sa fille et qui va voir sa mère et son père donc, dans un rapport sexuel dit de fellation. Et donc elle, ayant les conseils de sa mère, risque dans sa fantasmatique, quand elle va faire une relation sexuelle avec son amoureux, va faire comme ce qu'on appelle un inceste indirect. Vous voyez un peu? Ça peut être très perturbant pour la jeune fille. En général, je les vois 5-6 ans après en consultation, vous voyez. Parce que juste, elle la dégoûte. Parce que juste, elle s'est complètement bloquée d'une partie de sa sensibilité, de sa sensorialité, d'un langage du plaisir. Parce qu'elle y voit qu'elle le fait à son père. Vous comprenez? Toutes ces personnes, ces parents là, qui se disent « Mais nous, on est très libérés dans notre maison. C'est vrai, on se balade à poil, on se fait des bisous sur la bouche tout le temps. C'est OK. De toute façon, il n'y a pas de gêne. »
Est-ce qu'on pose les questions aux enfants, savoir si ça les gêne, eux? Est-ce qu'on observe comment ça se passe pour les enfants dans leur attitude? Quand je rentre dans la salle de bain, ma fille est en train de se laver les dents, elle a 12 ans, et puis moi je suis à poil, et puis j'aime nettoyer le sexe dans le lavabo, à côté d'elle, parce que je suis très open, et la nudité, il n'y a pas de souci chez moi. Parce qu'on est très libérés, 70 c'est passé par là quand même. Moi je les ai en consultation après ces gens-là. C'est des personnes qui sont très perturbées, qui se sont coupées complètement de la sensibilité, de la sensorialité, qui n'arrivent pas à avoir de plaisir sexuel. Sachez-le. Donc comment est-ce que je fais en tant que parent? Oui, mais bon, il ne faut pas être tout nu tout le temps, il ne faut pas parler de sa sexualité. Ça devient compliqué. Puis il y a un âge aussi. L'âge, oui, bien sûr. Petit, bon, c'est pas hyper choquant, mais à partir d'un certain âge, il y a une pudeur qui se met en route, etc. Chaque enfant a un stade où effectivement la pudeur va se mettre en place. C'est pas forcément identique pour tous les enfants. Il n'y a pas de tranche d'âge pure. Tous les jeunes sont bien différents par rapport à ça. C'est dans ce qu'on appelle la prépuberté. Quand l'enfant se sent en capacité d'être entendu et accueilli tel qu'il est, dans sa pudeur, parce que si pour que papa et maman m'aiment, il ne faut pas que je sois pudique, et qu'il faut que je laisse la porte de la salle de bain ouverte parce qu'à la maison, on est tous open, et que moi, c'est juste comme ça risque d'être très compliqué par la suite. Observez vos enfants dans leurs attitudes corporelles, comment ça se passe pour eux à ce moment-là. Quand est-ce que ça se met en route, leur pudeur? Comment est-ce que je la respecte? Attention à baliser l'intime et l'extime. Aujourd'hui, la grande difficulté des jeunes, c'est de tout mélanger. Ce que je vis dans l'intime, c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est sur Facebook, et c'est sur les chats, et c'est sur mon portable, et je le fais voir à tout le monde. Et aujourd'hui, ça les éclate. Parce que tout ce qui est du ressort de l'activité sexuelle, du rapport sexuel, pour eux, ça fait partie de l'extime. Ce qui fait partie de l'intime pour eux aujourd'hui, c'est leur sentiment amoureux. Alors là, ils mettent une complexité dans le truc, c'est impressionnant. Mais en même temps, depuis qu'ils sont tout petits, ils voient tout le monde est libéré, tout le monde machin, tout le monde ok, soi-disant on sait parler de sexualité, et puis à la pub, il y a plein de trucs sur la sexualité, tout le monde est content, tout le monde a du plaisir, tout le monde a de la jouissance. Vous savez, cette surextrapolation des sensations. On est bien loin de trouver le sens de la relation amoureuse. On en est loin. Puis on risque d'être déçu aussi peut-être du petit copain, de la petite copine qui ramène, alors on n'ose pas trop en parler. Non, c'est ses affaires. Puis quand il se masturbe dans le bain, quand il a 2-3 ans, il joue dans le bain avec une partie de son corps. Vous lui donnez un petit canard. Tiens, il joue avec le petit canard. Non, c'est pas ça que vous faites? Non? Rappelez-vous. Vous voulez aussi leur éviter qu'ils aient des chagrins amoureux. Vous voulez leur éviter aussi qu'ils se retrouvent dans des situations où il y a des déboires, où ils se retrouvent sur les sextings, où ils se retrouvent un petit peu comme ça sur des soirées arrosées. Vous savez, ces soirées débridées dont on parle de plus en plus. Ces fameuses soirées binge drinking, vous allez voir que ça va arriver aussi. Ça fait un moment que ça. Ça fait un moment. Oui. Et que ça arrive à la conscience des parents, je pense. Si, ça bouge beaucoup là. Ouais. En tout cas, ça c'est un sacré phénomène aussi. Et ça commence de plus en plus jeune. La sexualité sans alcool. Et la sexualité sans alcool. À plusieurs. Oui, tout existe et son contraire en sexualité. Donc les gamins aujourd'hui, ok la contraception, ok l'anatomie, ok le sida, ok le préservatif. Vous savez que, pas tous, vous savez que depuis les années 90, on observe que de 50% des jeunes, on est passé à 90% des jeunes qui
disent prendre le préservatif dans un rapport sexuel. Et on est passé pour les jeunes filles de 40% à 80% qui disent qu'elles prennent le préservatif lors de leur rapport sexuel. Donc ça a beaucoup évolué en 20 ans, ça. C'est vrai que moi, dans mes interventions dans les lycées, je leur passe un questionnaire, peut-être pour ceux qui sont intéressés du questionnaire que je passe, ce qu'on appelle le questionnaire Lazarus. Donc on pose des questions qui fait qu'ils ne se sentent pas... on se sent pas... c'est pas inquisiteur, les questions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les questions sont très vagues et après très précises. Très vagues, très précises. Donc ils se laissent piloter comme ça. Et globalement... à moins que tous aient triché dans la réponse, mais globalement, aujourd'hui, les jeunes, oui, dans leur rapport sexuel, portent le préservatif. Ça ne veut pas dire que les IVG sont en décroissance, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça ne suffit pas forcément de le porter. C'est le moment adéquat, c'est la contraception aussi de la jeune fille. Bref, c'est tout un sujet, ça. On ne va pas pouvoir l'aborder aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît illusoire pour les parents de contrôler Internet comme accès à l'éducation sexuelle. Ils ont leurs quelques heures à l'école, dans le meilleur des cas, avec quelqu'un qui intervient sur le langage du plaisir. Dans le meilleur des cas. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme autre piste après? Des bouquins qu'on leur propose, que papa et maman leur posent en disant « Tiens, peut-être ça va t'intéresser » Est-ce qu'ils viennent vraiment vous adresser leurs questions existentielles sur le sujet? Rappelez-vous par où on est passé tous par rapport à ça. À qui je peux en parler? Alors les copains et les copines, ils ont bien leurs idées, bien sûr. Les frères, les sœurs, bien sûr. Mais est-ce que ça répond toujours à nos questions? C'est chacun, allez, on y va, et qu'on rame, et qu'on se débrouille, et qu'on fait nos expériences sur le sujet. C'est rare que maintenant les gens se disent « Tiens, je vais aller voir un sexologue pour qu'il m'explique ». J'ai de plus en plus de jeunes qui viennent me voir en consultation. Des couples 18, 19 ans, 19, 20 ans. Madame, on s'aime. Vraiment, on s'aime. On s'est rencontrés, on s'est trouvés. On a tout fait comme on a vu sur le porno. Mais il faut que vous nous expliquiez, là. Elle sent rien. Et puis, ben, moi, en 2 secondes, il faut nous expliquer, là. Parce qu'on a tout fait comme on a vu à la télé. Vous vous rendez compte? Le langage du plaisir. Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on apprend? Qui transmet ce qu'on appelle le langage du plaisir? Comment ça se passe, la sexualité féminine? Comment ça se passe, la sexualité masculine? Dans ce que ça peut nous apporter de plaisant, d'épanouissant. Vous savez que la sexualité, c'est l'OMS qui a déjà en 1975 évoqué le sujet. La sexualité, attendez, le texte il est, voilà, 72 pardon, excusez-moi. Définissez la santé sexuelle. Vous avez vu ce vieux texte? Alors il a été réactualisé en 2005, mais je vous donne quand même le texte d'origine. La santé sexuelle, c'est l'intégration des éléments somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de la vie sexuelle de façon à favoriser l'épanouissement et la mise en valeur de la personnalité, de la communication de l'amour. C'est le droit à l'information sexuelle et le droit au plaisir sont des valeurs inhérentes à ce concept. Est-ce qu'on nous parle de ça, de manière générale? Est-ce qu'on vous explique, mesdames, depuis que vous êtes adolescentes, comment accéder au plaisir sexuel, comment accéder à la jouissance et à l'orgasme? Est-ce que, messieurs, on vous parle de comment maîtriser les élans, les pulsions, l'excitation, l'exaltation de l'éveil des sens qui fait que, en fait, vous éjaculez très très vite et que ça met fin à l'activité sexuelle? C'est physiologique chez l'homme. On vous explique comment ça marche? Un rapport sexuel de couple réussi, épanouissant, dans lequel chacun va trouver des élans, une forme de dignité, une forme d'estime de soi. Qui évoque ça?
Alors, peut-être, hein, peut-être la famille pourrait être le lieu où apprendre que le plaisir sexuel est bon. Mon Dieu, quel programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Régent Tremblay, c'est un docteur en sociologie, en psychologie, mathématicien et sexologue, qui a monté donc l'enseignement que j'ai subi, je rigole, que j'ai reçu pour être formatrice en éducation sexuelle. C'est un enseignement qui vient du Québec. Et donc Régent Tremblay est le directeur d'enseignement à l'université Toulouse 3, fac de médecine de Toulouse. Et son enseignement pendant 2 ans pour être formateur en éducation sexuelle a des axes. C'est la famille pour être le lieu où apprendre que le plaisir sexuel est bon. Oh, mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que vous avez compris que l'éducation sexuelle, la manière dont c'est abordé, en fait, ça aborde ce qu'on appelle l'hygiène sexuelle. Anatomie, prévention, avortement, grossesse, ce qu'il faut faire. On vous apprend en fait à conduire en vous donnant que les explications de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut éviter, de ce qu'il faut faire attention. C'est déjà une grande part de l'éducation sexuelle, bien sûr. On apprend la mécanique aussi. On apprend la mécanique, l'anatomie, la fonction. On apprend bien sûr comment on fait des bébés. Et encore, c'est pas gagné, parce que pour la planche anatomique et ce qui se passe dans ma sexualité, et des fois, c'est pas gagné pour les gens. On apprend effectivement la fonction. Le psycho-affectif. Mais le psycho-affectif, le fait de développer l'estime de moi, une part de moi dans l'épanouissement sexuel, le respect de moi et de l'autre, la notion de consentement, la liberté individuelle, le respect de la différence, l'estime de soi, le choix d'une contraception responsable. De plus en plus aujourd'hui, les choses s'amorcent dans ce sens-là. Mais sous couvert, faites attention. Aujourd'hui, faites l'amour, mais vous prenez des risques. Vous allez pouvoir attraper des maladies, tomber enceinte, faites attention. Bien sûr, c'est un axe fondamental de l'éducation sexuelle. Mais est-ce que vous trouvez qu'il est suffisant? Comment aborder le langage du plaisir, le langage de l'émotion? C'est pareil, de plus en plus, au niveau des associations, on intervient sur cette dimension-là. Hein, le langage affectif, hein, la vie affective. Mais bon, si le gamin, depuis qu'il est tout petit, il n'a jamais su identifier un ressenti, nommer l'émotion associée, hein, je parle à des convaincus, l'association Envie en Jeu, je vous les présente. Des personnes qui travaillent sur comment accompagner l'identification de l'émotion pour pouvoir mieux accompagner l'enfant. Déjà mieux identifier en tant qu'adulte son émotion, pour pouvoir mieux permettre d'identifier l'émotion de l'enfant, pour pouvoir mieux répondre à ses besoins. Et que c'est un langage qui s'apprend, ça aussi. Et que nous tous, on n'est pas passés par là. Et dans la sexualité, ça fait partie de la base du langage, hein, le langage émotionnel. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps qui fait que je vais créer un langage qui va me permettre de dire si ça me plaît, si ça ne me plaît pas, qui va me permettre d'entendre chez l'autre si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas, pour créer un langage commun de l'amour et de la relation, dans un respect mutuel. Qui parle aujourd'hui dans les débats sexuels, même dans les couples, depuis de nombreuses années? À partir de quel âge on peut évoquer la sexualité, à votre avis? À partir du moment où il y a des questions qui sont posées par l'enfant. À partir du moment où il y a des questions qui sont posées par l'enfant. Alors moi, à ça, je réponds, c'est-à-dire que vous attendez que votre enfant vous demande ce que c'est que la politesse pour lui apprendre à dire merci. Je m'interroge. Les programmes de l'école primaire ont vu la reproduction des mammifères, oui. Dont l'homme. Ok, donc sexualité versus reproduction. C'est le terme générique. C'est le terme générique. Alors, à partir de quel âge on pourrait commencer en tant que parent à accompagner son enfant dans sa sexualité? Oui. Il y a déjà des choses qui se passent. Ouais, déjà, on est dans l'émotionnel et dans le relationnel, évidemment. Monsieur? Je fais la chimie là-dessus, quoi. Moi, j'ai un petit de 3 ans, oui. une petite de 7 mois. Oui.
Et déjà, nous sommes déjà dans un échange sur le sujet. Oui. Dès le plus jeune âge, effectivement. En tout cas, le bébé, il sort. Ah, c'est un garçon. Ah, c'est une fille. Si on ne parle pas de sexualité, là, je ne sais pas de quoi on parle. Ok? Et après, on ne parlera plus. Vous avez remarqué? Dès 2-3 ans. Dès que votre enfant, alors peut-être plutôt en fonction du langage corporel, mais dès que votre enfant se retrouve à explorer son corps dans toutes les sensations, et ça c'est dès le plus jeune âge, quand vous commencez à évoquer avec votre enfant, ah ça c'est le nez, ça c'est les sourcils, ça c'est les oreilles, ah c'est ton genou, c'est ton mollet, vous voyez, on a tous fait ça en tant que parents. On a tous reproduit cet enseignement de l'anatomie. Ah, c'est sympa quand on touche le genou. Ah, et puis comment ça te fait quand on touche le mollet? Ça, c'est pour les parents qui veulent essayer d'évoquer les émotions associées, vous voyez. C'est rare. Mais effectivement, dès le changement de couche, pour un petit garçon, pour une petite fille, vous touchez les organes génitaux, vous les nettoyez. Vous savez que nos organes génitaux, physiologiquement parlant, c'est l'endroit où il y a le plus de cellules sensorielles concentrées, l'équivalent du bout des doigts ou de la langue. Dès tout petit, on a même des images d'échographie de maman enceinte de petits garçons, où on a des images d'échographie, hein, ils font ça souvent elle fait voir celle-là, ah elle est jolie, hein, il y a le nez, hein, et puis il y en a d'autres qui font... Ça fait partie d'une zone du corps. Extérieur. Chez le garçon, vous avez la chance, c'est extérieur, accessible à tout moment. Ça fait partie du corps, cet organe génital externe chez le garçon. Ils naissent, la couche, vous nettoyez ces parties-là où ils ont des sensations bien plus intenses que quand vous leur touchez le mollet. Rappelez-vous, parce que vous avez tous oublié, on est tous passés par la moulinette, de la coupure de la sensibilité. Parce que c'est tabou. Alors, et que je te change et que je te machin, hop, on passe à autre chose. C'est des générations aussi. Parce que on a tous les parents, on ne touchait pas. C'est ça. Quand elle a vu ma soeur. L'interdit de l'inceste. Il est universel aussi, celui-là. Et souvent, on va assimiler, on va associer. Je donne une sensation à mon enfant sur ses parties génitales, alors ça risque d'être incestueux. C'est surprenant ce que vous dites, parce que j'avais un échange avec Oui. le pédiatre qui suit mes enfants, Oui. notamment ma petite fille donc, de 7 mois. Et en fait, je faisais part que, par exemple, l'antalgique était très efficace par voie anale, donc Oui. suppositoire. Super. Et lui, en fait, il me disait qu'il y avait des parents qui étaient réticents à ça parce qu'en fait, ils associaient ça à la sodomie, quoi. C'est En fait, ça. donc, Tout à fait. je rejoins ce que vous dites. Ouais. C'est- Oui, oui, oui. C'est le fait de... je pourrais être un parent qui pourrait atteindre à l'intégrité, à la dignité de mon enfant. En tout cas, je pourrais être un parent qui, comme la manière dont je passe le coton, le linge, le gant de toilette ou autre, je pourrais peut-être impliquer des sensations chez mon enfant et ça pourrait être incestueux. Soyez fiers que vous fassiez des sensations à votre enfant parce que vous êtes en train de construire sa mémoire sensorielle. Plus tard, ce sera sa mémoire érotique et que dans sa vie, ce sera son bagage. Ça veut dire que plus tard, quand il aura ses premières relations sexuelles, il se rappellera des sensations, des premières sensations qu'il a eues. Et ça lui permettra de s'épanouir, de se construire et d'aller de l'avant. Parce que ce sera des bons souvenirs. Plus le parent est à l'aise par rapport à cette prise de contact avec l'enfant, sans être effectivement dans un toucher qui va faire exprès de faire du plaisir pour l'enfant. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de faire exprès, il s'agit de faire au mieux, d'être dans une aisance et dans une attitude plutôt de plaisir et détendue, loin du principe de l'inceste, tout en sachant en conscience que j'engramme quand même la sensation de plaisir chez mon enfant. Et que c'est ok ça. C'est plutôt un beau cadeau que vous lui faites à votre enfant d'ailleurs. Mais il ne s'agit pas de développer en lui
une réaction sexuelle. On en est bien loin. Vous comprenez bien qu'un bébé, à la naissance jusqu'à 9 ans, dans le développement psychosexuel d'un individu, l'enfant n'a pas conscience que c'est de la sexualité. Ça fait partie de sensations de son corps. Ça fait partie de cadeaux que son corps lui fait. C'est où la limite? Parce que moi, je Oui. suis papa de petites filles, donc Oui, super. je les ai nettoyées, Oui. etc. Ça semble plus de tabou évident que ça, mais non plus sans favoriser spécialement. Super. Voilà, mais C'est chacun qui va le percevoir, ça. Hein, c'est en fonction de son aisance, en fonction de cette capacité à s'ouvrir à ce sujet-là, ou pas, peu importe. L'idée, c'est pas d'aller favoriser non plus, c'est de se sentir à l'aise. Par contre, l'idée aussi, dès le plus jeune âge, on revient. « Ah, c'est ton coude. Ah, c'est tes joues. Ah, c'est ton front. C'est tes cheveux. » Puis on devient de plus en plus précis. Ça, c'est tes narines. Ça, c'est tes lèvres. Hein, ça, c'est tes petits doigts de pied. Mais là, c'est zizi, c'est zette. Hein. C'est comme si vous donniez la cartographie de votre enfant. « Ah, la petite mimine. Oh, les petites patouillettes. Oh, les petits petous. Oh, les petites zézettes. » Le gamin, dans quel état il serait à l'école si vous lui avez parlé de comme ça? Par contre, sur cette zone-là, c'est zizi, zézette, robinet. Qu'est-ce qu'ils me disent les enfants? Parce qu'en maternelle, je me régale. Alors, comment vous lavez? Vous lavez votre comment? Ah, mais c'est mon zizi. Ah, mais c'est ma zézette. Ah, mais moi, j'ai pas de zizi, moi, parce que je suis une fille. C'est encore beaucoup ça. Le robinet, la foufounette, la mimette. Minette aussi, c'est pas mal. À Millau, il y a Minette, c'est pas mal. Il y a des territoires comme ça où ça fait spécial. Mais comprenez que quand vous mettez un surnom tout à fait gentil sur cette zone-là, autant tout le reste du corps, vous le décrivez bien, autant cette zone-là, vous y mettez une zone de flou. Et vous sentez que là, vous êtes mal à l'aise. En tout cas, l'enfant, il capte tout de suite que c'est un endroit de gêne, de tabou, que ça dérange le parent. Et donc là, il se dit, ouf, là, papa et maman, faut pas que je lui parle de ça. Et ça, c'est dès le plus jeune âge qu'il inscrit ça. Dès le plus jeune âge. À partir de quel âge vous avez nommé les organes génitaux de vos enfants? Vous leur avez expliqué, tiens, ça c'est ton pénis, ça c'est tes testicules. Est-ce que tu te décalotes bien? Est-ce que tu fais bien circuler la peau de ton prépuce sur ton gland? Ah tiens, là c'est tes lèvres. Tiens, là, si, tu vois, ici tout en haut, c'est ton clitoris. Tu vois, c'est important de bien se laver entre les deux. C'est ta fente. C'est l'entrée de ton vagin. C'est par là aussi tu fais pipi aussi. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Qui parle comme ça à son enfant? Super. Oui, très important. Mettez de cartographie en place. Le reste du corps, vous le faites, et pourquoi pas là? C'est le poids culturel. Comprenez bien ça. Comprenez bien ça. Avec tout ce que ça implique après. On traîne comme ça. Vous voyez? Hein? À quand la sucette obligatoire dans les crèches pour que... Hein? Non? Pour les filles, j'entends. Je rigole, je vais dans une extrême. Mais l'idée, comprenez que quand je me coupe de cette zone-là de mon corps, surtout chez les femmes aujourd'hui, culturellement, je me coupe de ce qu'on appelle ma vaginalité. C'est-à-dire qu'ici, je ne développe pas de sensorialité. Et après, effectivement, comment dirais-je? Ben ouais, c'est vrai, quand je fais l'amour, ouais, je sens un peu des choses. Au début, surtout, j'étais amoureuse, mais là, ça fait des années, je ne sens plus rien. Puis alors, depuis l'arrivée des enfants, alors j'en ai marre, je sens rien. Puis j'en ai marre de passer à la casserole, parce que je sens rien. Et oui, mais si on n'a pas appris ce processus de développement de la vaginalité depuis toute petite, c'est surtout pas après les passages des enfants qu'on va apprendre, même si on apprend bien sûr à tout âge, heureusement.
Alors, parler de sexualité ne veut pas dire parler de son intimité, vous avez compris ça. Est-ce que vous pourriez commencer à faire une différence? Est-ce que vous pourriez vous sentir déjà plus à l'aise? On peut parler de sexualité, on peut utiliser des bouquins, on peut parler... alors, parler de la sexualité des ours, des phoques et des dauphins, bon, le gamin, il ne va pas tout à fait faire l'analogie, vous voyez. Mais comment est-ce que je peux parler donc, on a vu, dès 2-3 ans, nommer les organes génitaux de vos enfants. Avec aisance, facilité, au même titre que vous nommez le lobe d'oreille et les narines, et la lèvre du haut et la lèvre du bas. Oh mais maman, c'est marrant, tu dis les lèvres pour en bas et puis c'est pareil que le même mot pour en haut. Ben oui, c'est le même mot. Mais bon, il y a les lèvres du haut et puis il y a les lèvres du bas. Mais lèvres, c'est vrai que c'est peut-être pour remplacer le mot vulve, parce que moi le mot vulve, je l'aime pas trop. Puis les lèvres, c'est pour recouvrir l'entrée de ton vagin. C'est joli le mot lèvres. Vous allez voir, les enfants, ils adorent. Comment être à l'aise à cet endroit-là? Déjà. Parce que comprenez que la complicité, le fait que vous puissiez être un interlocuteur, une interlocutrice potentielle avec vos enfants, ça commence là. Après, ça peut se rattraper, bien évidemment. Mais d'entrée de jeu, si votre enfant sent que ça fait partie du schéma intégral de son corps, il y a une fluidité, il n'y a plus de tabou, il n'y a pas de gêne, il ne l'a pas ressenti. Donc pour lui, il va pouvoir évoquer. Il va pouvoir expliquer ce qui se passe dans les toilettes de la maternelle. « Oh, tu sais, maman, l'autre jour, c'était bizarre. Hein. Moi, j'ai vu 2 petites filles là, qui se regardaient leurs zizi, tout ça, et c'était, tu sais, comment tu dis déjà? Oui, leurs lèvres. Ah, ça m'a fait bizarre. Et puis alors, moi, en fait, je les ai laissés tranquilles. Mais un enfant des 5-6 ans, il peut évoquer des choses comme ça quand il est à l'aise. Quand il comprend aussi que sa toilette intime, c'est de son ressort. Et ça, c'est pareil, c'est une question. À partir de quand est-ce qu'un enfant peut faire sa toilette des organes génitaux tout seul? Alors ça, vous le sentez, vous l'accompagnez. Mais très rapidement, en fait, nommer cette partie-là comme sa partie à lui intime. Ça fait partie de son corps, c'est très précieux. Et que c'est son intimité. Et que c'est à lui, à elle, de prendre soin. Bien sûr, jusqu'à 8-9 ans, vous allez rappeler de temps en temps dans le principe de l'hygiène. Est-ce que tu t'es bien décaloté? Est-ce que tu as bien nettoyé comme il faut ton sexe? Est-ce que tu veux que ce soit plutôt papa qui s'en occupe, qui te demande? Est-ce que ça te gêne? Dès 6-7 ans, commence à poser les questions. Est-ce que ça te gêne que je te parle de ça? Posez l'intime. Plus vous posez l'intime tôt, plus ils vont comprendre ce que c'est que leur préciosité de leur corps. Et plus ils vont respecter l'intime de l'autre. On va évoquer maintenant un point qui va vous permettre peut-être d'être plus à l'aise. En tout cas, déjà de plus déterminer là où est-ce que vous en êtes dans vos attitudes parentales sur le sujet de la sexualité avec vos enfants, quel que soit leur âge. On a vu dans le développement psychosexuel, 2-4 ans, nommer les organes génitaux, accompagnez-les sur l'intime. 4, 5, 6 ans, accompagnez-les sur leur toilette intime. Ils vont être très curieux sur les questions, comment on fait les bébés. Utilisez des bouquins. Ils adorent les livres, les enfants. Il y en a qui sont superbement bien faits, en nommant toute la notion de plaisir. J'en ai amené toute une panoplie. Aujourd'hui, quand je vais en librairie pour voir les nouveautés sur les bouquins en éducation sexuelle, je les feuillette et je regarde à partir de quel nombre de pages le plaisir est évoqué. Quand c'est évoqué qu'à la fin, je ne l'achète pas. Quand c'est évoqué au début, ça me paraît être un bon bouquin. C'est mon critère. Vers 9 ans, ils vont commencer à vous poser des questions sur... alors c'est plutôt la période de latence, hein, c'est plutôt je me réfère au groupe, j'essaie de m'identifier, etc. Mais quand même, il va y avoir des questions sur... ça revient les questions comment on fait les bébés, de manière générale. Et puis qu'est-ce que c'est l'amour et c'est quoi la sexualité? Ils peuvent commencer à le poser. Après, plutôt 10, 11, 12 ans, la puberté. Ça peut être le support, ça. Leur transformation physique peut être le support d'évoquer la sexualité.
Profitez-en. Pareil, il y a plein de bouquins. Et ça pourrait être l'objet d'autres rencontres. Et dans le après-puberté, si tout a été fait en amont, globalement, votre adolescent viendra vous prendre comme une personne ressource et viendra vous demander des conseils, votre avis. Si ce n'est pas construit en amont, votre enfant ne vous sollicitera pas du tout sur le sujet, fera ses expériences par lui-même. Et là, alors, essayons de voir un petit peu quelles sont nos attitudes parentales sur le sujet de la sexualité. Alors, c'est Becker, dans les années 60, qui a fait tout un travail, c'est un sociologue de la région de Chicago, qui a fait tout un travail sur comment est-ce qu'on peut appréhender la qualité, l'aisance dans la communication les uns avec les autres. Et je vais le transférer sur le sujet de la sexualité parent-enfant. Et on va se baser sur ce tableau. Est-ce que vous avez vu donc l'axe vertical, chaleur, hostilité? C'est vrai que quand je suis en communication avec certains, je peux sentir de la chaleur, de la tendresse, de l'amour, de l'attention. Ou alors au contraire, je peux sentir de la haine, de l'hostilité, de l'agressivité, du rejet. Chaleur, hostilité. À cet axe qui rend la communication plus ou moins agréable, se met l'axe horizontal de ce qu'on appelle le soutien à ce que la communication continue. Soit j'ai affaire à quelqu'un qui va plutôt faire en sorte que le sujet s'arrête, restrictif, soit je vais faire en sorte d'être dans une communication ouverte et bienveillante, permissive. Simplement pour bien comprendre le tableau, vous allez me dire quel type d'attitude les parents ont sur... En général, là, je vais vous mettre à contribution. Mais vas-y, c'est qui ce garçon? De toute façon, il est hors de question que tu le ramènes à la maison. Est-ce que c'est bien clair? Clair. L'attitude... quelle est l'attitude parentale de la maman, là? Plutôt hostile et plutôt restrictive. Carrément. Plutôt. Edith, désolée. Non, ça va. Ça va. C'est très clair. Restrictif, hostile. Cette maman, avec sa jeune fille, sur le sujet de son amoureux, apparemment, elle est clairement restrictive et hostile. Simplement, vous allez continuer à réfléchir sur... Je te l'interdis, c'est parce que c'est pour ton bien et c'est parce que je t'aime. Tu me remercies. Hein? Tu me remercieras plus tard. C'est ça. Quand toi-même tu seras parent. Hein? Quand toi-même tu seras parent, tu verras ce que c'est. Tu verras ce que c'est. Hein? Vous voyez, comment s'adresse ce parent à son jeune? C'est chaleur, mais restrictif. Hein, on est d'accord. C'est plutôt ouvert, c'est plutôt avec plein d'amour. Mais là, c'est chaleur et restrictif. Ça va, ça? Je sais, petit à petit, vous allez bien vous reconnaître. Ne vous inquiétez pas. Tous, on est dans des cases. Plus ou moins en variation, bien évidemment. Et tous, on est passé par des parents qui ont plus ou moins ces attitudes. Mais bien sûr, en fonction des sujets, tous, on navigue ce tableau-là. Ensuite, je vais vous... Tu vas sans doute voir un jour un film où voilà, des personnes auront des relations sexuelles un petit peu particulières. Ce sera peut-être un peu cruel, un petit peu animal, un peu beaucoup. En tout cas, ça déforme la réalité parce que la plupart de ces gestes, quand ils sont faits entre un homme et une femme qui s'aiment, ça peut être tout autre chose. C'est quoi là? C'est chaleur et permissivité. Inspirez-vous dès 9-10 ans, quand vos enfants iront peut-être chercher des choses sur le porno. C'est peut-être une manière de leur parler. Mais oui, ma fille, de toute façon, je t'ai déjà informée sur la contraception, de toute façon, tu fais bien ce que tu veux. Et puis surtout, tu viens pas te plaindre après. Hein.
Où est-ce qu'elle est, cette maman, avec sa jeune? Permissif mais hostile. Ah ouais, permissive mais hostile. Vous voyez les nuances un peu? Par où, par quelle devinette êtes-vous passé? Qu'est-ce qui fait que vous allez transférer dans vos attitudes à vos enfants? Tant que je ne sais pas parler de sexualité sans parler de mon intime et que je n'ai pas appris le langage du plaisir, je recopie ce que j'ai vécu dans mon enfance. Soyons clairs, c'est un petit peu les principes inconscients. Ce qu'il faut savoir, juste, surtout sur le sujet de la sexualité, vous avez vu, hein, la maman, elle est plutôt dans la protection, mais je t'aime, mais je te l'interdis. C'est un principe très autoritaire d'interdire. Je veux surtout pas que tu ramènes ce garçon à la maison. C'est du détachement. De toute façon, je t'ai déjà dit tout ce que tu as besoin de savoir, surtout viens pas te plaindre après. C'est du détachement. Et puis je suis en relation de confiance. Quand je suis avec mon enfant, quand je lui explique avec des mots clairs et simples les choses de la sexualité. Alors, on continue un petit peu à jouer. Tu nous caches ton amie parce que tu sais qu'elle va pas nous plaire. Comment va devenir ce jeune? On est dans un principe d'autorité abusive, d'autorité autoritaire. En tout cas, le jeune, quand il subit ça de manière assez régulière de par ses parents, et en l'occurrence sur le sujet de ses relations amoureuses et sexuelles, cet enfant va développer ce qu'on appelle de la névrose. Il va être gêné par les autres, il va se refermer sur lui-même, il va avoir une auto-agressivité maximale, donc plutôt des mises en situation où il va se mettre en péril, en défi, il va chercher ses limites. Il va avoir l'impression de ne rien avoir appris, il n'aura pas beaucoup avancé dans la vie, en tout cas il va rester dans son coin. Ça va faire un névrosé, dans les cas extrêmes. Je vous explique. Plus tard, il deviendra un parent qui dira fais pas ci, bouge pas, reste là, reste tranquille. Ma mère va faire en félité. Tu as un seul numéro. Le sien. Ce jeune vit de la super protection de ses parents. Quand elle est extrême, répétitive, et en l'occurrence sur sa sexualité, cet enfant risque de devenir ce qu'on appelle conformiste. C'est-à-dire qu'il va être soumis, il va être dépendant, plutôt premier de la classe, plutôt très poli, très obéissant. Méfiez-vous des enfants très polis, très obéissants. Pas de créativité, vous voyez, il exécute, il fait ce qu'on lui dit, hein, parce que c'est pour son bien. Alors il faut tout bien faire comme papa et maman, ça leur plaît. Puis il ne faut pas que je leur ramène un garçon parce que je suis amoureux d'un garçon. C'est quelqu'un qui se méfiera de tout le monde, qui sera peu amical. Et qui se conférera plus tard aux statistiques pour faire en sorte d'avoir une vie à peu près stable. Normal. Je suis contente que tout aille bien pour toi, ma chérie. Elle a l'air épanouie, la jeune fille. Là, la maman, elle est dans une attitude totale de détachement. Mais de toute façon, la sexualité, c'est naturel. Ils vont bien apprendre par eux-mêmes. Mais de toute façon, elle ne m'a jamais posé de questions. Hein. Et puis moi, je me suis bien débrouillée, moi. Hein. Ce détachement fait que l'enfant, quand c'est répétitif, et que c'est en l'occurrence sur le sujet de l'intime et de la sexualité, cet enfant va aller dans la délinquance, il va aller chercher ses limites, il va aller chercher à vivre des expériences dans une auto-agressivité maximale. Il va aller dans l'excès, il n'y aura pas de compromis possible. Le plus dur pour un enfant, c'est de ne pas avoir de valise. C'est vrai que l'après 68, les générations, oui, take easy, tout va bien, machin, ça a fait des générations de délinquance. Peu importe. Mais surtout, un jeune a besoin de balises. Surtout sur ce sujet-là.
quand le jeune est accueilli en confiance, il va développer, alors ça c'est le mot de Becker, qui est sociologue des années 60-70, il va développer ce qu'on appelle de la déviance. Alors ce mot-là, il a été complètement transformé, il est maintenant dénaturé, mais à l'origine, le mot déviance, ça concerne les personnes qui sont très créatives, qui sont indépendants, qui sont autonomes, qui peuvent réfléchir par eux-mêmes, qui décident ce qui est le mieux pour eux, qui peuvent qui attendent le consentement du partenaire avant d'aller plus loin, qui savent exactement ce qu'ils veulent vivre. En tout cas, ils ont vécu des expériences, ils en font la synthèse. Ils peuvent en parler aux parents de référence, qui leur permettent d'éclairer ces opinions. Et on appelle ça de la déviance. C'est rigolo que maintenant le mot déviance a été complètement transformé comme quelque chose de très péjoratif dans notre système. Il vaut mieux faire en sorte que les gens soient dans la norme, conformes au livre rosé, et on va éviter qu'ils soient délinquants et déviants. C'est ça la société aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place, vous, de plus en plus des attitudes, comme vous le comprenez, de plus en plus chaleur et permissive? C'est le seul axe que vous avez à faire pour accompagner vos jeunes dans l'éveil de leur sexualité et dans leur épanouissement sur ce chemin de vie. De l'écoute active. De l'écoute active, de l'écoute du besoin associé si possible. En tout cas, d'évoquer que je suis là pour t'entendre, sans jugement, sans conseil, tout prêt à porter, prêt à penser, prêt à manger, prêt à intégrer. Et bien sûr, c'est des attitudes qui s'apprennent, de pouvoir accueillir le ressenti, l'émotion de son enfant, et ne pas le prendre pour soi, ne pas le critiquer, ne pas le juger, ne pas l'étiqueter, ne pas le mettre dans une case. Parce que là, l'enfant ne se sentira pas entendu ni compris. Et que ça s'apprend, ça. Il y a du boulot. Il y a du boulot, simplement savoir déjà par quelle grille je suis passée, moi, dans mon enfance. C'est très intéressant déjà de reprojeter par où est-ce que j'en suis passée. Et qu'est-ce qui fait que je vais faire en sorte de faire plus confiance à mon enfant? Plus je lui donne des bitaux, plus je nomme, plus je l'accompagne, plus je mets des mots vrais, simples, vous allez voir. Hop, voilà. C'est ça. Plus j'essaie de prendre mes responsabilités en brisant le silence, plus j'essaie de parler vrai, sans employer de mots crus ni d'humour. Les ados détestent l'humour, surtout sur le sujet de la sexualité. Le guide du zizi sexuel est très polémiqué en fait, dans certains milieux, parce que c'est beaucoup d'humour et les enfants en fait voient ça comme quelque chose, comme un sketch, et donc n'y prêtent pas la valeur d'information que ça a comme contenu informatif, parce qu'il y a un contenu informatif indéniable, mais avec l'humour de l'adulte, ce n'est pas accessible à l'enfant comme une information clé. Et puis aujourd'hui, parler de sexualité avec les jeunes, c'est vraiment un sujet sérieux. Alors ça ne veut pas dire d'être austère, d'être pain bêche, etc. Mais en tout cas de prendre le sujet au sérieux, parce qu'il est sérieux pour eux à cet âge-là. Si ça n'a jamais été évoqué avant, c'est important de le poser dans ces termes-là. Adopter le plus possible des attitudes chaleureuses et permissives, vous l'avez vu. Avouez aussi que vous n'avez pas des réponses. Orientez vos adolescents vers des parents de substitution. Peut-être autour de vous, vous avez un oncle, un cousin, une cousine, un frère, un voisin, un docteur, une infirmière, qui est plus à l'aise sur le sujet, sur lequel vous pouvez peut-être renvoyer votre ado avec sa question. À partir du moment où le jeune est accompagné, le jeune mineur est accompagné, il peut venir en consultation avec moi, bien au contraire. Donc le parent peut être présent, mais à un moment donné, je peux demander aux parents de sortir aussi. Mais le parent est dans la salle d'attente pour permettre que l'enfant soit aussi dans une confidentialité. Donc ça, c'est possible. Quand je me sens complètement démunie par rapport à une réaction de mon enfant, une répétition d'actes, quelque chose qui me dépasse complètement sur la sexualité. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes, dans la plupart des cas, se retrouvent quand même très à l'aise avec leur corps. Très en exploration, en recherche d'exploration et d'expérience. Et vous savez que de plus en plus,
on parle d'homosexualité, de bisexualité chez les jeunes. Ça fait partie de leurs expériences. Alors j'ai plein de mamans qui m'appellent en disant « faudrait que vous receviez mon jeune, mon fils, il a 17 ans, il est homosexuel. Peut-être c'est pour être lui qui m'appelle déjà. Je le vois dans les interventions en établissement scolaire où l'homosexualité est très très mal accueillie encore. Il y a encore du travail sur l'homosexualité. Mon Dieu, il y a du boulot. Hein. J'ai des chiffres absolument terribles par rapport à ça. Mais en tout cas, quand le sujet est énoncé, pour les filles, c'est plus acceptable. Les lesbiennes, c'est toujours le même stéréotype. Hein. Pour les filles, c'est ok. Pour les garçons, c'est juste... Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se retrouvent à faire l'exploration de la sexualité avec quelqu'un du même sexe que soi. Parce que c'est plus facile, c'est plus accessible, parce que je suis plus en sécurité, parce que je connais un peu plus le corps de l'autre, puisque c'est le même que le mien. Et que ça fait partie d'une étape qui est possible. Qu'aujourd'hui, les jeunes ont de plus en plus, on parle de plus en plus aisément. Passer par la bisexualité, ça leur permet aussi d'avoir des expériences. La seule chose à observer, c'est quand ça s'inscrit dans le temps. Au-delà de 25 ans, la sexualité est plutôt choisie, avec maturité et avec un choix en conscience. Mais dans les 15, 16, 17, 18, 19 ans, peut-être vous allez avoir l'occasion que votre enfant ramène quelqu'un du même sexe que le sien. Ne vous alarmez pas. Ne montez pas sur vos grands chevaux. Accueillez avec chaleur et permissivité. Soyez ouverts. Bien sûr, peut-être ouvrez la conversation avec votre enfant sans être dans le jugement, dans l'étiquetage, dans oh là là, j'ai fait un PD, mon Dieu. Vous voyez ce qui peut arriver dans la plupart des familles aujourd'hui. J'aurais pas de petit-fils, j'aurais pas de petite-fille. Eh oui, mais c'est ce qui se passe dans les esprits des adultes. Hein. Et prenez du recul par rapport à ça. Aujourd'hui, les jeunes peuvent avoir ce type d'exploration. On en parle de plus en plus, il y a une aisance qui se fait et c'est OK. Ça leur permettra d'avoir du choix en conscience pour la personne avec laquelle il va après s'installer et peut-être faire des enfants et peut-être faire un couple. Quel que soit son choix, toutes les sexualités existent. Il y a une sexualité qui a un but procréatif, l'hétérosexualité, mais les autres sexualités existent. Ça fait partie du possible. Ce n'est pas une sexualité perverse, l'homosexualité, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas l'objet du débat ce soir. Lui procurer des lectures appropriées, ça c'est pas mal. L'inviter à s'adresser à des amis, à faire ses découvertes par lui-même, c'est plutôt aussi dans une balise, bien sûr, que vous avez posée parce qu'il a confiance en vous et vous avez confiance en lui, ou en elle, bien sûr. Un site internet que je n'ai pas mis là, éducationsexuelle.com. Il y a un accès parent, un accès jeune, qui est plutôt très 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 bien fait et qui aborde le thème du baiser, le thème des caresses, le thème de la nudité, le thème de la pénétration, la fellation, la sodomie, l'acte sexuel, l'orgasme, etc. par petits films. Et tout est magnifiquement bien fait. Il y a un accès pour les réponses, pour les questions des parents où il y a des belles réponses avec que des médecins, des scientifiques, des psychos. Enfin bon, c'est plutôt bien fait. Et les jeunes ont leur accès à eux. Donc il y a des bons sites qui existent sur Internet, hein, parce que sur Internet, il y a tout qui existe et son contraire. Et puis il existe l'Université de Parence, une action qui depuis 4 ans se renouvelle à Saint-Afrique et à Gignac, où nous sommes 2 personnes à proposer un cycle de formation à la parentalité. C'est 5 journées dans l'année. Là, ça va commencer le 28 novembre à Saint-Afrique. 5 journées réparties une fois tous les mois et demi, où les parents, en groupe 12 maximum, sont invités à réfléchir sur 2 thèmes. Sur l'autorité, comment est-ce que je fais avec mon enfant aujourd'hui, sur ce thème de l'autorité. Qu'est-ce que je fais pour changer cette autorité autoritaire, cet énervement, cette difficulté relationnelle que ça met en place avec lui. Il y a d'autres pistes. Et
le rôle des parents dans l'éducation sexuelle des enfants, parce que vous avez vu que c'est un sujet assez complexe, et donc on travaille 5 après-midi sur le sujet pour pouvoir vous permettre d'être plus en aisance verbale, corporelle et en termes de connaissances, de soutien et de support pour pouvoir apprendre le langage du plaisir. Si vous avez besoin de renseignements, il y a une petite plaquette là. Il reste quelques places pour le cycle de cette année. C'est ouvert aux couples, papa, maman, bien évidemment. On est en recherche de papa sur le cycle de cette année. Sainte-Afrique. C'est à Sainte-Afrique, oui. Et c'est 5 journées. Vous pouvez venir avec les enfants parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vos enfants et qui propose des jeux coopératifs et des jeux sur la communication bienveillante. Donc il existe des choses aujourd'hui pour permettre à nos enfants, à nos jeunes, à nos ados de pouvoir éveiller en eux cette dimension essentielle, existentielle de chacun d'entre nous qui est la sexualité. Parce que derrière la sexualité, derrière relation sexuelle, n'oublions pas qu'il y a le mot relation. Et que ça met en relation les uns avec les autres. Et que ça permet de vivre des relations d'amour, d'éveiller le sentiment amoureux, d'éveiller ce qu'on a de plus beau à vivre sur Terre. Pour contrebalancer la barbarie aujourd'hui, je pense qu'on a à cultiver énormément le sentiment amoureux. Et c'est très très proche de la sexualité. Accompagner nos jeunes dans cette émancipation et cet éveil, cette dimension-là d'eux, permettra d'en faire des êtres plus confiants, plus autonomes, plus libres, plus à même de pouvoir décider par eux-mêmes ce qui est bon aussi pour eux et de vivre ce que tous on rêve depuis l'aube de l'humanité.